Donc, avant tout, je pense que tout le monde me connaît ici, mais je vais quand même me représenter rapidement. Je m'appelle Camille, je suis lycéenne et je suis passionnée de cinéma. Je suis une option cinéma audiovisuel dans mon lycée et on a eu un exposé à faire en devoir, l'exposé que je vais vous présenter, que j'ai enrichi pour faire cette conférence. Donc, vous l'avez compris dans la présentation et dans le titre, on va parler de couleurs et d'animation. Si vous avez déjà vu un film, vous devez le savoir, même inconsciemment, le cinéma et la couleur, c'est une grande histoire d'amour. Je peux citer énormément de films qui utilisent la couleur, comme par exemple le Shining de Stanley Kubrick, avec les murs de l'hôtel Overlook, qui ont une couleur très prononcée, très forte, ce qui change beaucoup des films d'horreur dont on a l'habitude, qui sont souvent très sombres, très peu éclairés. On a également Vertigo d'Alfred Hitchcock, qui utilise qui parle de double de personnages, et chaque personnage est représenté par une couleur, autant dans le fond que dans les couleurs qui l'entourent, et il travaille énormément avec la couleur. On a aussi La liste de Schindler de Steven Spielberg, qui est un film qui a fait le choix d'être en noir et blanc alors qu'il pourrait ne pas l'être, à part la robe d'une petite fille qui est rouge. Ces trois films utilisent énormément la couleur pour dire différentes choses, pour marquer les esprits, pour attirer l'attention. Mais je pourrais vous en citer énormément d'autres et je pourrais même éventuellement citer tous les films parce que tous les films utilisent plus ou moins la couleur, ils pensent, ils réfléchissent, c'est la travail un minimum. Mais étudier la couleur sous tous ses aspects dans tout le cinéma serait une entreprise bien trop longue et complexe. Alors on va se réduire à l'animation qui est déjà un monde extrêmement important. Et on va essayer de se demander et de voir comment la couleur peut apporter une symbolique supplémentaire dans le cinéma d'animation. Pour cela, je vais présenter et analyser la couleur dans trois films, les trois films juste ici. The Corpse Bride, plus connu sous le nom Les Noces Funèbres de Tim Burton, Murray and Max d'Adam Elliott et Psychonautas d'Alberto Vasquez et Pedro Rivero. Mais avant ça, je vais vous faire une petite rétrospective sur l'histoire du cinéma et particulièrement du cinéma d'animation, ainsi que un bref aperçu des différentes techniques d'animation qui existent aujourd'hui. Tout d'abord, l'histoire de l'animation. Tout le monde n'est pas d'accord sur de quand est-ce que ça date, quand est-ce que ça a commencé, ce qu'on peut définir comme étant de l'animation ou pas. Beaucoup de gens sont pas d'accord et je pense que personne ne sera jamais, enfin, tout le monde ne sera jamais entièrement d'accord. Alors je vais vous parler des principaux rapidement. On trouve il y a 20 à 30 000 ans des peintures rupesques, comme on peut voir la première image en haut à gauche. Il y avait sur certains murs de grottes des animaux comme ça empilés, comme si on voulait représenter le mouvement. Vous l'avez déjà peut-être vu dans une bande dans une bande dessinée, quelqu'un qui agite le bras, on va le représenter avec un bras bien dessiné et d'autres bras autour un peu plus flous. C'est une représentation assez classique et certains pensent que cette représentation de superposition de l'animal pourrait représenter de l'animation, du mouvement. Mais est-ce que c'est notre esprit biaisé parce que nous connaissons ou est-ce que c'est vraiment ça? On ne peut pas le dire et tout le monde n'est pas d'accord. On a aussi fait des fouilles en Iran entre 1960 et 1970 et on a retrouvé ce vase. Je ne m'amuserai pas à prononcer le nom du vase parce que c'est un peu compliqué. Et sur ce vase sont représentées différentes phases du saut d'une chèvre essayant d'attraper une feuille d'arbre pour la manger. On a isolé ces images et on les a superposées pour faire une sorte d'animation. Mais encore une fois, est-ce que notre jugement est biaisé par l'animation que nous connaissons aujourd'hui ou est-ce que c'était bel et bien dans le but de recréer cette illusion de mouvement? On ne sait pas. On a ensuite, un peu plus tard, au 9e et 10e siècle, principalement en Asie, en Chine, au Japon, du théâtre d'ombre qu'on appelle karakoz et du théâtre de marionnettes qu'on appelle bunraku.
Vous savez tous que c'est le théâtre d'ombre. On a un grand drap blanc qui est éclairé de derrière, des petites figurines en plastique, en fer, en papier, en carton, qui sont reliées à une baguette et qu'on manipule, qu'on déplace pour raconter une histoire. Et le théâtre de marionnettes, vous savez ce que c'est aussi, ce sont des marionnettes qu'on fait bouger, soit par la main qu'on met dedans, soit par des ficelles, des bâtons, enfin, par différents moyens. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment parler d'animation, puisque le mouvement n'est pas illusoire, mais bel et bien réel, on fait vraiment bouger ces objets. Donc le terme d'animation, encore une fois, n'est pas forcément bien choisi. Vient ensuite une apparition au XVIe siècle, donc bien plus tard, qui est la lanterne magique, qu'on peut voir tout à droite, en haut, qui a donc le moyen de focaliser une image sur un écran. Cette image, c'est comme on peut le voir sur le côté de la machine, des personnages dessinés sur du verre. Ils sont peints en général. Et on peut créer l'illusion de mouvement avec un couple de lanternes magiques, avec une plaque qui sépare pour allumer l'une, puis l'autre, l'une après l'autre, ce qui fait une sorte de fondu au noir dont va s'inspirer Georges Méliès plus tard, pour créer ce fameux fondu enchaîné. On projetait ça dans des salles très sombres, ce qui fait qu'on projetait souvent des images assez mystérieuses, comme des anges, des diables, des représentations de l'enfer, des personnages fantastiques comme ça, qui souvent faisaient peur. Ce qui fait que les spectateurs pensaient à des apparitions divines, à des interventions des forces mystérieuses. Pour pallier à ça, un peu plus tard, au XVIIIe siècle, on a inventé différents jouets optiques pour donc lutter contre ces superstitions et expliquer scientifiquement la perception du mouvement. Je vous ai mis sur la ligne du bas les 4 principaux et aussi les 4 plus connus. Donc d'abord le thaumatrope qui a été inventé entre 1825 et 1830 par plusieurs personnes en même temps, on n'a pas de nom précis. Comme vous le voyez sur l'image, c'est un cercle en général de carton avec 2 élastiques ou 2 fils. On fait un dessin différent de chaque côté. Là, c'est une cage et une espèce de cerf avec des ailes, mais souvent c'est une cage et un oiseau. Donc d'un côté, l'oiseau, il n'est pas dans sa cage, de l'autre côté, il y a une cage. Et si on fait tourner le cercle avec le disque avec les élastiques, ben on va avoir l'impression que l'oiseau est dans la cage. On a ensuite le phénakistiscope, qui est inventé en 1832 par Joseph Plateau, qui est un disque en carton, comme vous le voyez là, avec 10 à 12 fentes, mais ça peut même aller jusqu'à 16 pour certains. Et en face de ces fentes, il y a 10 à 12 dessins qui décomposent un mouvement. Dessins, mais ça peut être aussi des photographies qui donc décompose un mouvement. On met les fentes face à un miroir et on fait tourner le disque très rapidement. Et dans chaque fente, on va voir donc une impression de mouvement. On a ensuite le zoetrope, inventé en 1834 par William George Horner, qui est donc une invention qui ressemble extrêmement puisque c'est aussi un disque rotatif, mais cette fois, les images sont à l'intérieur du disque et les fentes sont en face, ce qui fait qu'on peut directement regarder dans la fente et on aura cette impression de mouvement avec les dessins qui décomposent donc ce mouvement. Et on a pour finir le folioscope, inventé en 1868 par John Barnes Linnet, qui est donc très connu, mais beaucoup plus connu sous le nom de flipbook. On en fait souvent en art plastique au collège, qui est un empilement de dessins qui décompose le mouvement. Et comme on le voit sur la photo, on effeuillette l'empilement avec le pouce pour faire défiler les images très vite. Et on a cette impression de mouvement. Donc tout ça, c'était avant le cinéma. C'était une période qu'on appelait le pré-cinéma, jusqu'en 1888, qu'on définit un peu comme la date charnière où on passe du pré-cinéma au cinéma, avec des inventions qui ont révolutionné l'industrie du cinéma.
à commencer par celle de John Carbut en 1887, qui est l'invention de la pellicule argentique. On a aussi on peut appeler ça une invention, même si ce n'en est pas vraiment une, de William Kennedy Laurie Dixon en 1888, qui est le premier à employer le mot film, le mot qui, comme vous le savez, restera encore aujourd'hui. On a ensuite, pour les inventions qui révolutionnent vraiment l'art du cinéma, Thomas Edison, secondé par Dixon, en 1891 invente la caméra kinétographe ainsi que le kinétoscope, donc les deux premières images. La caméra kinétographe est donc une caméra qui utilise la pellicule argentique qu'a inventé John Carbut quelques années plus tôt et qui enregistre des photogrammes. Donc les photogrammes, c'est les petites vignettes qu'on voit sur les pellicules. Vous savez, on passe ces vignettes dans un projecteur rapidement et ça forme le film. Du moins, c'était comme ça quand on tournait à la pellicule. Il y a peu de gens qui tournent encore la pellicule. Et donc, la caméra kinétographe est la première à utiliser ce système. On tourne une manivelle pour faire défiler les photogrammes et les photogrammes s'impriment sur les images qu'on voit. Alors, cette invention, elle révolutionne bien le cinéma. Elle l'invente même, puisque c'est la première, mais c'est bien beau d'enregistrer des pellicules, encore faut-il les visionner. D'où l'invention du kinétoscope qu'on voit sur la deuxième image, qui est une grande boîte avec un œilleton. Vous pouvez voir l'œilleton en haut. Là, sur l'image, le kinétoscope est ouvert. Donc ça marchait avec, en général, de l'argent. On mettait de l'argent dans une fente et ça se mettait en route. On regardait dans l'œilleton et ça faisait défiler la pellicule. Alors c'était des pellicules très très courtes, 10-15 secondes maximum, c'était vraiment pas long. Et c'était des choses très simples, quelqu'un qui fait coucou, quelqu'un qui rentre dans un bâtiment, une danseuse qui fait un tour sur elle-même, des choses comme ça vraiment très très simples. Suite à cela, on a le tout premier dessin animé de l'histoire, qui est inventé et créé par Émile Reynaud, un Français, en 1892, qu'il appelle le théâtre optique. Il va donc faire des projections au musée Grévin, où est installée sa machine du théâtre optique, qui sont accompagnées au piano. Et s'il y a des bruits extérieurs comme l'aboiement d'un chien, ça va être Reynaud directement qui va le faire, parce que c'est Reynaud qui va faire toutes ces projections. Et ces projections, ce dessin animé, sont des petits personnages dessinés sur des pellicules, mais pas des pellicules argentiques comme utilise le kinétographe, ce sont des pellicules de gélatine. Chaque photogramme est fait en gélatine, et c'est donc pas des photogrammes qui vont être imprimés dessus. C'est Émile Reynaud qui va directement dessiner les personnages dessus. Il va dessiner les contours et tous les traits noirs, ce qu'on peut appeler le crayonné quand on fait un dessin d'un côté de la pellicule, et de l'autre côté, il va colorer les personnages. Et son épouse va peindre en noir tout ce qu'il y a autour pour pas que la lumière puisse passer et que donc la lumière projette uniquement le personnage. Ces petits dessins animés, il appelle ça des pantomimes lumineuses, et c'est les plus longues créations cinématographiques qui existent jusqu'à maintenant, car elles durent entre 1 minute 30 et 5 minutes pour les plus longues. Mais Émile Reynaud est aussi le premier à utiliser un jeu de ralenti, d'accéléré, de marche arrière. Il s'amusait beaucoup à faire ça, ce qui fait que parfois ces projections duraient jusqu'à 15 minutes pour un court-métrage qui, sur la pellicule, faisait 5 minutes maximum. Pour projeter, on avait la pellicule contenue dans une bobine qui était munie d'une manivelle. Et la pellicule passait devant le faisceau lumineux d'une puissante lanterne, et la lumière se reflétait sur 48 miroirs, et par ce jeu de miroirs, elle arrivait sur un écran blanc, donc dans une salle plongée dans le noir. Et pour éviter le travail fastidieux de la reproduction du décor
sur toutes les photogrammes, ce qui est extrêmement long. Le décor était peint sur une plaque de verre et projeté par une autre lanterne, ce qui fait que le décor était un peu en transparence en fond et les personnages étaient plus devant et plus marqués. Le problème de sa machine, qui est quand même une invention absolument remarquable, c'est qu'elle était énorme. On ne pouvait pas la sortir du musée Grévin, elle était beaucoup trop grande. Et reproduire les pellicules était beaucoup trop long et beaucoup trop coûteux. Donc ça n'avait aucun intérêt. Et quand après on a eu plus de meilleures inventions de donc Thomas Edison et des frères Lumière particulièrement, la concurrence était trop forte. Le théâtre optique ne marchait plus du tout et ça a plongé Émile Reynaud dans une profonde dépression. Il a jeté toutes ses pellicules dans la Seine. On a pu en sauver 2 autour d'une cabine, et pauvre Pierrot, qui sont très sympas à regarder. Je vous invite à aller les regarder. On a ensuite, en 1895, une invention qui est signée au nom des 2 frères Lumière. Pourtant, cette invention revient à Louis Lumière, donc à un seul des 2, la caméra cinématographe, qu'on voit en bas à gauche, qui est la première caméra capable d'enregistrer sur pellicule, donc de filmer, de projeter et de tirer des copies de ces pellicules. Et ça connaît un immense succès. Vous devez le savoir, en général, c'est quelque chose qu'on connaît en France. Et ensuite, pour la dernière invention dont je parlerai, qui est la dernière invention qui a profondément marqué le monde de l'animation, l'invention de James Stuart Blackton en 1906, qui est le premier à réussir à faire des dessins animés sur un support argentique, avec son tout premier dessin animé dont on voit un photogramme en bas à droite. Il avait une technique, on appelait ça du dessin animé à l'époque, mais qui se rapporte plutôt au stop motion. Je vais détailler la technique tout à l'heure, juste après ça. Il avait, donc grâce à la caméra cinématographe, on filmait avec une manivelle. Chaque tour de manivelle déplaçait la pellicule d'un photogramme. Ce qui fait avec cette technique, il pouvait, comme on le voit, le dessin à la craie, faire un bout de trait, tourner une fois la manivelle, faire un petit bout de trait en plus, tourner une fois la manivelle, faire un petit bout en plus, ce qui fait qu'on a l'impression que les dessins se faisaient tout seuls, sans aucune aide. Donc c'est une technique de prise de vue image par image dont on se sert encore maintenant beaucoup pour différentes techniques d'animation. Après donc ce court-métrage-là, il en a fait un deuxième qui est un petit déjeuner qui se prépare tout seul. Il a utilisé la même technique, mais cette fois, au lieu de faire du dessin, il a utilisé des vrais objets. Donc vous voyez le couteau se déplacer, les œufs se casser et se répandre dans la poêle. Et donc le petit déjeuner se préparait tout seul. Voilà, donc toutes ces inventions que je viens de présenter ont fait ce qu'est l'animation aujourd'hui, dont je vais vous présenter les 10 techniques les plus répandues et les principales, toutes les autres techniques qu'on pourrait trouver rentrent dans ces cases-là. On a tout d'abord le dessin animé, qui est sûrement la technique la plus connue. Pourtant, elle est de moins en moins utilisée aujourd'hui parce qu'elle coûte cher, elle prend du temps et elle demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc vous devez savoir comment elle fonctionne. On fait des dessins et à chaque dessin, par exemple, quelqu'un qui lève le bras, le bras va être un petit peu plus haut. Et après, on fait défiler ces dessins très vite, à un rythme de 24 par seconde, et ça forme une impression de mouvement. Donc j'ai cité un exemple qui est Alice au Pays des Merveilles de Disney, mais la majorité des Disney jusqu'à 2015, il me semble, sont principalement en dessin animé. On a ensuite l'animation en volume, plus connue sous le nom de stop motion, donc dont je vous parlais tout à l'heure,
qui est donc on fabrique des décors et des personnages de différentes matières, en carton, en tissu, en pâte à modeler beaucoup. Et on va les faire se déplacer, on va les faire évoluer et on va les prendre en photo à chaque fois qu'on fait un mini déplacement. On va monter ces photos les unes à la suite des autres, pareil, 24 par seconde, et ça va former une impression de mouvement. Euh, c'est une technique qui a été utilisée dans Coraline de Henri Selick, qui est un très bon film que je vous conseille. On a ensuite la technique du papier découpé, qui est une technique à mi-chemin entre le dessin animé et l'animation en volume. Ça va être beaucoup plus utilisé par des réalisateurs indépendants parce que ça va être moins coûteux que le dessin animé et ça va être plus rapide. On va avoir une partie en dessin animé, mais aussi une partie en papier qui va être ou en carton, en général c'est plus en carton, qui va être articulée et qu'on va donc déplacer et prendre en photo à chaque mini déplacement, comme le stop motion. C'est le cas de La planète sauvage de René Laloux, mais dans La planète sauvage, qui est un court-métrage, ce n'est pas la seule technique d'animation utilisée. On a ensuite la pixelation, qui est une technique d'animation assez amusante, qui va être exactement le même principe que le stop motion, mais avec des gens réels ou des objets réels. Donc, par exemple, on va faire une personne qui se déplace en lévitant. L'acteur va sauter à différents endroits très proches et on va le prendre en photo à chaque fois à la même face du saut. On va mettre ces photos bout à bout et ça va donner l'impression qu'il est en train de léviter. C'est donc très proche du stop motion, mais c'est un travail assez éprouvant pour les acteurs parce qu'au moment de la photo, souvent ils doivent pas bouger et entre deux photos ils doivent à peine bouger. Donc c'est assez éprouvant pour les acteurs, assez difficile. Un exemple qui est un court-métrage assez amusant, qui est disponible gratuitement sur YouTube, c'est Voisin de Norman McLaren, dont on voit une image. On a ensuite la 2D numérique, qui est une technique d'animation de plus en plus répandue, qui remplace progressivement la technique du dessin animé. On va faire un dessin uniquement au crayonné, donc uniquement la partie au crayon, sur notre feuille. On va scanner le dessin et on va colorer le dessin numériquement et on va l'animer numériquement aussi. C'est la technique qu'utilise principalement Hayao Miyazaki dans ses films, dont Le Voyage de Chihiro, dont vous avez une image juste là. On a ensuite l'animation 3D, qui est une technique d'animation qui commence à être répandue, mais qui prend beaucoup de temps. On va créer entièrement numériquement des volumes et on va les colorer et les animer, comme dans Toy Story. Aussi un exemple plus récent, ça va être le dernier Le Roi Lion qui est sorti au cinéma en 2019. Ensuite, la technique de la peinture animée. Alors, la peinture animée peut être sur deux supports, soit sur le papier, auquel cas c'est la même technique que le dessin animé, soit ça va être comme dans l'exemple Le vieil homme et la mer d'Alexander Petrov, sur du verre. On va peindre énormément de plaques de verre et on va les faire défiler comme du dessin animé très rapidement, 24 par seconde donc, pour créer cette illusion de mouvement. Mais c'est un travail très long et très fastidieux, bien plus que le dessin animé, qui est déjà une technique très longue. On va passer sur 3 types d'animations qui sont très peu utilisées, mais qui sont tout de même utilisées parce qu'elles sont très 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 longues en fait. C'est pour ça que je ne cite plus d'exemples, puisqu'il n'y a pas de court-métrage célèbre ou un minimum célèbre qu'on pourrait noter. Je note que des créateurs ou des développeurs de la technique. À commencer par l'animation sur pellicule, dont on peut citer Norman McLaren et Len Lai. On va
filmer quelque chose comme, je sais pas, un mur marron. Et sur la pellicule, on va graver sur chaque photogramme un dessin qu'on va bien sûr faire évoluer. Par exemple, une femme qui fait un salut de la main. Et ensuite, quand on va projeter la pellicule, on aura le fond et on aura bien plus marqué là où ça a été gravé. Donc la femme qui salue, on verra la femme qui salue sur un mur marron, par exemple. On a ensuite l'animation de sable, qui est une technique particulièrement longue. On va disposer du sable sur une plaque de verre qui est éclairée soit par en dessous, soit par au-dessus. En général, plutôt par en dessous. On va faire déplacer le sable, on va le faire évoluer, soit en filmant, auquel cas on verra les mains et les outils, soit en faisant une prise de vue image par image comme le stop motion, pour qu'on ait l'impression que le sable se déplace tout seul. On peut noter sur cette technique la femme qu'on voit à la photo, qui est Alexandra Konofalskaya. Et on a le dernier type d'animation dont je vais vous parler, qui est l'écran d'épingle, qui est le type d'animation qui m'a le plus surpris, le plus amusé quand je l'ai découvert. Ça va être une plaque, en général c'est du métal, mais ça peut être du plastique, qui est blanche et qui est percée de plein d'aiguilles. Et on peut faire déplacer ces aiguilles dans le trou dans lequel elles sont, en les faisant soit déplacer, soit dépasser d'un côté, soit de l'autre. On va toujours filmer le même côté, on va se mettre du coup derrière pour déplacer ces aiguilles. Si on les fait ressortir, ça va donner une impression de noir par la couleur des aiguilles et par l'ombre qu'elles font. Et si on les fait rentrer complètement, ça va donner une impression de blanc par la couleur donc de l'écran. Et entre les deux, bien sûr, ce sera une notion, enfin des variations de gris. Voilà pour les techniques d'animation. On va passer donc aux 3 films que je vais vous présenter, à commencer par The Corpse Bride, connu en français sous Les Noces funèbres, qui est un film de Tim Burton, écrit par John August, Pamela Peter et Caroline Thompson, inspiré de la nouvelle écrite par Joseph Ranft, La mariée morte. La musique est composée par Danny Elfman, qui travaille très régulièrement avec Tim Burton. Le film est sorti en 2005, il est américain. C'est un film fantastique. La technique d'animation est le stop motion. Il a reçu un NRB Award pour le meilleur film d'animation en 2005 et un Saturn Award en 2006 pour le meilleur film d'animation aussi. On a les voix des 3 personnages principaux, donc dans l'ordre de gauche à droite, Victor, Johnny Depp. On a ensuite Emily, jouée par Helena Bonham Carter, et Victoria par Emily Watson. Ça raconte une histoire qui se passe au 19e siècle, dans un petit village. C'est l'histoire de Victor Van Dorp, fils de nouveaux riches, et de Victoria Everglot, fille de la petite noblesse dont les parents sont complètement ruinés. Ils sont promis l'un à l'autre, c'est un mariage arrangé et ils ne se sont jamais vus. Mais le jour de la répétition, ils se voient et c'est le coup de foudre immédiat entre les 2 personnages. Sauf que Victor est un personnage extrêmement maladroit et il ne s'en sort pas lors de la répétition, alors il s'enfuit. Et par une mégarde malencontreuse de sa part, il se retrouve marié au cadavre d'Emily, une mystérieuse mariée morte, qui l'entraîne de force dans le monde des morts vivants. Et il va tenter de quitter ce monde pour retrouver Victoria, car il ne peut l'oublier, car il en est follement amoureux. Avant d'analyser la couleur, quelques mots sur Tim Burton, donc de son nom complet, Timothy Walter Burton. Il est né le 25 août 1958, il est américain. Il est scénariste, réalisateur et producteur. Il a aussi été directeur artistique sur certains films, comme sur L'étrange Noël de Mr. Jack.
Et il a pas eu de récompense comme le meilleur réalisateur, mais il a eu énormément de récompenses sur l'ensemble de sa carrière. À noter ses 3 films les plus célèbres qui sont Batman, Édouard aux mains d'argent et Sleepy Hollow. On passe donc ensuite à l'analyse de la couleur. On a 2 mondes très distincts, le monde des vivants et le monde des morts. On a le monde des vivants, comme vous pouvez le voir, qui est extrêmement sombre, qui est principalement en nuances de gris, en noir et blanc, et le peu de couleurs qu'il y a, comme la robe de Victoria qu'on voit sur l'image de gauche, elles sont très fades, très sombres, très tristes. Toutes les couleurs sont unies. C'est vraiment fade et mort, c'est le terme. Alors que, à l'opposé, le monde des morts, on voit bien le contraste quand ils sont à côté, est extrêmement coloré. Toutes les lumières sont de couleurs différentes, les habits des personnages sont beaucoup plus colorés, avec plein de couleurs différentes, les objets sont colorés, il y a beaucoup de couleurs, et même d'un point de vue musical, le monde des vivants est très mort, alors que le monde des morts est au contraire très vivant. C'est assez amusant. On a ensuite 2 cas particuliers. La mariée cadavérique, donc Emily, elle, elle est en couleur. Elle est bien en couleur puisqu'elle est morte, mais elle est bleue. Elle est d'un bleu qui est assez fade, assez pâle, euh, presque comme si elle avait pas tout à fait quitté le monde des vivants. Elle est bien morte, elle est colorée, mais elle est fade, elle est triste. Et sa robe est blanche et unie. Normal, c'est une robe de mariée, mais tout de même, ça la rapproche particulièrement du monde des vivants alors qu'elle est censée être morte. Et on a ensuite le papillon à droite. Le papillon qui va servir de présage. Ce papillon, on le voit au tout début du film. On a un papillon bleu, le même bleu pâle qu'Emily, enfermé sous une cloche de verre, et Victor en fait le dessin qu'on voit à l'image. Le papillon pourrait représenter la mariée cadavérique, donc Emily, et Victor le dessine en noir sur du papier dans le monde des vivants, comme si au final c'était déjà prévu qu'il la ramène dans le monde des vivants. Et après ça, il libère le papillon qui part par la fenêtre. Comme si il finissait pas par libérer Emily, la laisser repartir, la libérer de ses chaînes, en gardant un bout quand même dans le monde des vivants, puisqu'il garde le dessin. On peut voir ici donc que la couleur apporte une symbolique quand même très importante, puisque comme je l'ai dit, le monde des vivants est mort, et le monde des morts est vivant. Ce qui apporte presque une double lecture du film, ou en tout cas une brisure et des sous-entendus assez clairs. On passe ensuite au second film, qui est Murray and Max, d'Adam Elliott. C'est écrit par Adam Elliott également, et la musique est de Dale Cornelius, qui travaille souvent avec Adam Elliott. Il est sorti en 2009, c'est un film australien, c'est une comédie dramatique, et c'est en stop motion également, mais en pâte à modeler. Il a eu le cristal du long métrage au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2009, son année de sortie. Pour les voix, alors je sais qu'il n'y a que 2 personnages à l'image et 3 noms, parce que durant tout le film va être presque entièrement raconté par une voix off, qui est celle du narrateur, joué par Barry Humphries. On a ensuite Marie, qui est Toni Collette, et Max, joué par Philip Seymour Hoffman. Ce film raconte l'histoire de Marie, une jeune fille disgracieuse de 8 ans, avec une vie plutôt horrible, sur énormément de points, autant familial qu'à l'école, et psychologiquement aussi. Donc déjà, ça commence, c'est assez compliqué. Et elle se pose des questions existentielles. Elle en a posé une à sa mère, qui est « D'où viennent les bébés ?» Sa mère lui a répondu qu'en Australie, les bébés sortent des chopes de bière. Mais une fois, en allant à la poste avec sa mère, elle se demande « Mais
En Amérique, d'où viennent les bébés? Ils boivent pas autant de bière en Amérique, ils boivent plutôt des colas. Alors est-ce que les bébés viennent pas des canettes de cola? Et elle va à la poste tomber sur un annuaire new-yorkais. Elle va prendre un nom au pif, qui est celui de Max, un, un autiste Asperger de 44 ans, et va commencer à correspondre avec lui pour lui poser des questions existentielles, et ils vont se rapprocher tout au long du film et tout au long de la vie de Marie et de Max. Et ça va donner une très belle amitié. Donc avant la couleur, comme tout à l'heure, un petit mot sur Adam Elliott, qui est assez peu connu en France, mais qu'il est pas mal en Australie. Il est né le 2 janvier 1976, il est donc australien. Il est, comme Tim Burton, réalisateur, scénariste et producteur. Il a, en plus de la récompense pour Marie et Max, il a l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation avec Harvey Crumpet, et donc le Crystal du long-métrage pour Marie et Max. Donc pour la couleur, dans ce film, c'est assez particulier. On a deux mondes extrêmement distincts l'un de l'autre. Le monde de Marie, qui est entièrement en sépia, donc en nuance de marron, et le monde de Max, qui est entièrement en noir et blanc. Ça rappelle que même s'ils parlent la même langue, ils parlent anglais tous les deux, et ils correspondent, ils sont pourtant extrêmement éloignés, autant dans leur vie, dans leurs habitudes, dans leur famille, que dans leur localisation. À part cette dualité extrêmement marquée entre les deux personnages, renforcée par la couleur, il y a une autre touche de couleur différente du sépia et du noir et blanc, qui est le rouge. On peut le voir là sur 4 images. Le rouge est toujours lié à une émotion très forte. Marie, la seule chose qu'elle aime chez elle, c'est ses cheveux. Et son amour pour ses cheveux, qui est donc une émotion forte, est représenté par sa barrette. Aussi, Marie a créé un pompon et l'a envoyé à Max comme cadeau. Et on peut voir donc qu'il a son pompon sur la tête. C'est un cadeau qui lui a énormément plu, ce qui fait que c'est lié à une émotion très forte. Il y a aussi, je n'ai pas d'image, mais il y a plusieurs autres touches de couleurs comme ça, comme par exemple la boîte aux lettres avec laquelle il correspond, associée cette fois-ci à plusieurs émotions fortes différentes qui vont évoluer tout au long du film, qui est donc très rouge. Et ce rouge se découpe et marque beaucoup au vu des autres couleurs présentes dans le film, qui sont donc très ternes et très tristes. Un peu comme si toute leur vie était fade et monotone, sauf ces quelques émotions dissipées par-ci par-là, représentées par ce rouge. On peut voir donc ici à quel point la couleur donne une symbolique importante et renforce ce que montre le film, autant dans la dualité que dans les émotions fortes. On passe ensuite au troisième film, qui est Psychonautas, Los Niños Olvidados. C'est un film réalisé par Alberto Vasquez et Pedro Rivero, écrit par eux aussi, inspiré de la BD Psychonautas, écrit et dessiné par Alberto Vasquez. Le film est un film espagnol sorti en 2015. C'est un drame de science-fiction, et cette fois-ci n'est pas en stop motion, c'est un dessin animé. Il a le Goya du meilleur film d'animation qu'il a eu en 2017. Et on a donc 4 personnages principaux, que sont dans l'ordre Dinky, joué par Andrea Azzurri, Sandra, jouée par Eva Ojonguren, et Zorito, joué par Rosu Kubero. Et on a le dernier personnage, séparé des autres, qui est Bird Boy. Alors il est joué par Pedro Rivero lui-même, mais Bird Boy est un personnage muet. Donc ce qui sera joué par Pedro Rivero seront seulement la respiration, les éventuels cris qui pourraient pousser, seulement des choses comme ça. Donc c'est une histoire
qui se déroule dans un univers dystopique. Une île qui semble être pratiquement la seule chose habitable à des kilomètres à la ronde a été ravagée par une catastrophe. Cette catastrophe, on ne nous dit pas exactement ce que c'est, mais on suppose qu'il s'agit d'un accident nucléaire. Une grande partie de la population a été tuée sur le coup de cette catastrophe. Et la population et les ordures ont envahi pratiquement toute l'île, la rendant inhabitable à part dans une petite partie. Donc toute cette pollution et ces ordures ont créé une énorme déchetterie dans laquelle il y a toujours de la vie, mais c'est une vie marginale et violente, où chaque individu, principalement des rats, erre au milieu des ordures pour essayer de trouver du cuivre pour le revendre et donc essayer de manger. C'est un film qui est assez dur et qui est très triste. Et on a plusieurs profils face à cette catastrophe et face à ce monde extrêmement dystopique. On a le profil des 3 adolescents, donc Dinky, Sandra et Zorito, qui tentent de fuir de l'île, mais qui semblent être les seuls à vouloir essayer de fuir de l'île, ce qui est assez particulier. Et le profil de Bird Boy, qui tente de fuir par la drogue. Donc pareil, avant de passer à l'analyse de la couleur, un petit mot sur les 2 réalisateurs. D'abord, Pedro Rivero, donc il est né en 1969, il est espagnol. Il est uniquement réalisateur. Il a eu le Goya du meilleur court-métrage d'animation pour La Crisis Carnivora. Et il est devenu un peu plus connu grâce au film La Plateforme, qui a eu un énorme succès sur Netflix pendant un moment. On a ensuite Alberto Vasquez, qui n'est pas du tout du monde du cinéma normalement. Il est caricaturiste et dessinateur de BD. Il est né en 1980 et il a fait ses études aux Beaux-Arts à Valence. Donc, il est assez reconnu en Espagne, même très reconnu. Il a gagné le prix Diario de Avisos, qui est le plus ancien prix de la bande dessinée en Espagne. Il a été nominé plusieurs fois pour d'autres prix. Et il est à l'origine de l'illustration de la biographie d'Edgar Allan Poe, mais il est surtout très connu pour sa bande dessinée L'Évangile selon Judas. Donc maintenant, l'analyse de la couleur. On peut voir qu'il y a différentes choses. Il y a donc la pollution, qui est représentée par le rouge, mais pas que. La pollution est un peu comme sur l'image où on voit Bird Boy en bas à gauche. Elle est constamment présente, c'est cette espèce d'impression rosée qui est là en permanence. Les couleurs sont très fades, sauf le rouge qui est extrêmement puissant, comme on peut le voir, qui représente tout le mal dans ce monde. Autant le mal qui habite Bird Boy que les explosions, la décharge, les déchets, tout le mal est représenté par le rouge. Et tout le reste est extrêmement pâle. On a vu les personnages tout à l'heure qui sont en couleur pastel. Et on a après la végétation. On le voit sur ces 2 images qui est pratiquement inexistante. Il y a très très peu d'herbes dans le film. Il y a des forêts, mais ce sont que des arbres nus, comme ça, sans feuilles. On peut voir qu'il y a un mur de ronces là. C'est vraiment quelque chose de très vide, une absence totale de végétation, sûrement à cause de l'accident nucléaire. On peut donc dire qu'ici, la couleur apporte énormément de choses et beaucoup de symbolique, puisque on peut voir que le monde a été dévasté
que c'est vraiment quelque chose de catastrophique, ce qui rend le monde triste et pâle, la végétation inexistante. Ça montre à quel point le monde est dystopique, à quel point le monde va mal. Et il y a par-dessus ça le rouge, ce rouge extrêmement puissant qui représente le mal, qui montre que le mal, il est plus fort que le monde tout entier, que les personnages et que la végétation. Ce qui est extrêmement important. Voilà pour la petite présentation. On va maintenant passer à une analyse de séquence. On va analyser une séquence de Psychonautas. Hop, voilà. Donc, cette séquence arrive assez loin dans le film. Avant cette séquence, pardon, on a eu un aperçu du fonctionnement de l'île et de la vie des habitants. On a également eu un aperçu de la vie et de la mentalité de chaque personnage important, donc Bird Boy, Sandra, Dinky et Zorito. À ce moment-là, les 3 adolescents ont séché l'école pour se retrouver dans une cabane dans les arbres pour prévoir un plan d'évasion de l'île et donc s'organiser. Et Bird Boy, quant à lui, s'est envolé de son arbre et s'est fait tirer dessus par les policiers présents parce que Bird Boy, dans ce monde, est détesté par tous les habitants puisque, comme on l'a vu tout à l'heure sur une image du mal, il représente le mal pour les habitants, il est habité par le mal. Donc il est tombé après s'être pris un coup de fusée et il est arrivé devant un champ de ronces, le champ de ronces qu'on a vu tout à l'heure, qui s'est écarté pour le laisser passer. Il a traversé un tunnel qui passe sous une montagne et il est arrivé en tombant dans l'eau. En tombant dans l'eau, il s'est fait soigner l'épaule par des sortes de lucioles jaunes que vous verrez dans cet extrait et vous comprendrez ce que sont ces lucioles. Je passe l'extrait. Voilà pour la séquence donc qu'on va analyser. Vous avez vu donc ce que c'était que ces lucioles jaunes, c'est ce qui est sorti du bec de l'oiseau. Voilà, donc je vous ai dit, ce film est rempli de couleurs très fades et très pastel et il n'y a aucune végétation marquante. Pourtant, cette île et cet extrait marquent une rupture profonde avec le reste du film. Parce que comme on peut le voir dès le début, les couleurs sont très fortes et très marquées et on peut voir que la végétation, elle est là, elle est luxuriante, elle est belle. Même si, au début, sur les premiers plans, on a un cadrage qui se concentre sur Bird Boy, on comprend, avec ce qui l'entoure, que la végétation est belle et importante. On a aussi, grâce au son, alors vous l'entendez peut-être pas forcément parce que c'est assez faible au début, on entend qu'il y a une vie, que l'île est pleine de vie. Donc on a le chant des oiseaux qui est permanent, qui dure tout le temps de l'extrait, alors qu'à l'extérieur de l'île, on n'a pas de son d'animaux, pratiquement, presque rien. On a peu de musique, c'est un film qui est très silencieux. Et là, on a à la fois ce chant et aussi des espèces de sons de cloche, des sons un peu magiques, un peu féeriques, quelque chose de beau, de joyeux. Voilà. Donc après ça, donc ça dure quand même un certain moment. On a enfin le premier plan très large qui présente l'île et qui nous confirme ce qu'on avait pu supposer, c'est-à-dire la végétation luxuriante, les couleurs marquées et même la vie qu'on peut voir avec ce mouvement autour de l'arbre. On ne sait pas encore ce que c'est. On devine que c'est les lucioles jaunes qu'on a vues juste avant, mais on n'est pas sûr de ce que c'est. Et c'est le premier plan qui montre vraiment l'île, qui dévoile l'île et sa végétation. On a ensuite une présentation des animaux qui nous confirme donc de la vie présente sur cette île, qui est assez fournie comme on peut le voir. Et on a ensuite, juste ici, une image très intéressante
car Bird Boy va s'occuper des animaux, des oiseaux, de 3 oiseaux. Le premier est rouge. C'est le seul animal rouge et c'est pratiquement la seule touche de rouge dans cet extrait, sur cette île, sachant que le rouge représente tout le mal à l'extérieur de l'île et que sur l'île, il n'y en a pratiquement pas. On pourrait se dire que cet oiseau représente le mal et qu'en l'abreuvant, Bird Boy entretient son mal. Le second oiseau dont il s'occupe, il le nourrit et il est jaune. Et durant tout le film, le jaune représente l'espoir, le bien, le beau. Et ce deuxième oiseau, on peut le constater principalement aux cernes et à la posture fatiguée. Il est plus mal en point que l'oiseau rouge. Éventuellement, cet oiseau, qui représenterait le bien, se porterait moins bien que le mal. Donc au final, le mal serait plus présent que le bien, même ici sur cette île, qui est décrite comme un paradis. Vient ensuite le troisième oiseau dont il veut s'occuper puisque l'oiseau refuse. Et on peut voir qu'il est fade, que sa couleur est triste. On sait qu'il est malade puisque juste après il meurt. Et cet oiseau est la seule touche de sombre de l'île avec les habits de Bird Boy. Et ce qui représente la maladie c'est quand même le mal. Et le mal est représenté par cet oiseau est le seul oiseau à parler à Bird Boy, et c'est même le seul animal à parler de tout l'extrait. Donc cet oiseau qui est malade, qui est mal en point, présente l'île comme un paradis. Un paradis, c'est quand même un mot extrêmement fort, et l'oiseau dit que ce paradis est entretenu par Bird Boy, ce qui contraste avec le reste du film, puisque à l'extérieur de cette île, Bird Boy est vu comme le mal, comme un oiseau à tuer d'après les policiers, puisqu'ils ont essayé de le tuer. Après ce mot paradis, on a plusieurs images qui présentent l'île, qui présentent sa beauté, sa luxuriance, sa vie. Après ça, on a une sorte d'annonce de sentence, une mise en garde de l'oiseau par rapport à Bird Boy. Et on a un jeu de raccord regard. Donc on voit ce que sur le plan ce que le plan d'avant euh, la personne ou l'animal voyait. Et d'autres types de raccords, on a un jeu vraiment d'alternance avec les deux personnages. Comme ça. Donc après sa sorte de sentence, on comprend que l'oiseau meurt et que son âme sort de cet oiseau. Et l'âme est jaune, le jaune qui représente cet espoir, cette beauté, qui représente donc ici la vie. Euh, et c'est assez triste ce plan parce que cette luciole qui sort de cet oiseau malade, c'est un peu comme si le bien, pour se libérer du mal, devait tuer le mal, comme si le seul moyen d'avoir de l'espoir et de la vie, c'était au final dans la mort. On a ensuite là un fort contre-champ en suivant donc cette âme qui rejoint l'arbre, ce qui nous donne une impression d'immensité de l'arbre. On a déjà vu à quel point il était immense, mais ça le rend encore plus immense, encore plus grand. Et il y a énormément de lucioles, ce qui le rend encore plus important. Voilà. On a ensuite
On a donc des glands qui tombent de l'arbre. Ces glands sont aussi jaunes et aussi brillants que les âmes. Et Bird Boy va, comme on a vu, en prendre un et le mettre dans sa poche. Un et un seul, comme si une vie était partie, celle de l'oiseau, et une vie était arrivée, celle du gland que Bird Boy a ramassé. Comme si Bird Boy avait fait un échange de vie. Il en avait enlevé une pour en prendre une nouvelle. Donc pour conclure sur cette analyse d'extrait, on a plusieurs choses. On a d'abord donc l'île, qui est très colorée, qui a une absence de rouge et de sombre, donc sauf l'oiseau malade, l'oiseau rouge et Bird Boy. Cette île, donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, contraste énormément avec le reste du film. On a ensuite Bird Boy, qui, dans l'île, est entouré d'animaux qu'il aime et dont il s'occupe, alors qu'à l'extérieur, il est solitaire et détesté de tous. Ce qui renforce encore la dualité du personnage qui a l'air extrêmement gentil, mais qui pourtant est habité par le mal. Et cette dualité est renforcée par son corps qui est blanc et ses habits qui sont noirs, qui sont très noirs, comme si il portait le mal sur lui. Donc, autant dans la couleur que dans ses actes, et principalement dans cette séquence, on peut voir la dualité de ce personnage, qui est le personnage principal. On a ensuite la question du rouge, qui à l'extérieur, et même donc dans cette île, représente le mal, la pollution, le mal qui habite Bird Boy, les explosions. Sur l'île, il n'y en a pas, sauf cet oiseau rouge dont Bird Boy prend soin. Et on a le jaune, qui représente l'espoir tout au long du film, qui ici représente l'âme des animaux de l'île, ainsi que les glands, qui représentent l'espoir, la pureté, la vie. Et on a cet oiseau jaune, qui est plus mal en point que l'oiseau rouge, qui nous montre que le bien se porte moins bien que le mal, et le mal domine le bien. Donc, grâce aux 3 films que j'ai analysés et à cette séquence que j'ai analysée aussi, on a pu voir à quel point la couleur était importante à chaque instant et à quel point ça rajoutait une symbolique supplémentaire et à quel point ça pouvait marquer encore plus les esprits que le film et l'histoire et les personnages en eux-mêmes. Voilà, je vais aller voir s'il y a des questions.